Bonjour Charlène. Tout d'abord, je te remercie pour ton témoignage. Toi, Bonjour tu Adeline. es intervenante en médiation animale avec des lamas. Alors, je Oui. pense qu'avant d'aller plus loin, il faudrait que tu nous expliques un peu pourquoi le lama en animal médiateur. Alors, je travaille depuis une quinzaine d'années, effectivement, en tant qu'intervenante, donc avec des petits camélidés, entre autres, mais principalement. Déjà parce que je les aime. C'est un animal qui, pour moi, était passionnant, qui correspond à ma vision, en tout cas, que j'ai de la médiation, avec un animal qui est à hauteur d'homme, dans lequel, effectivement, il est assez grand. Pas de risque de morsure puisqu'une absence de dentition sur la mâchoire supérieure comme tous les ruminants, pas de sabots, donc une proximité qui est facile, un animal qui est très curieux, qui est très doux, avec lequel on peut faire plein de choses. Et surtout, je ne voulais pas un animal de consommation, voilà, qui puisse voilà, où les gens puissent faire l'amalgame. Et je ne voulais pas forcément travailler avec des animaux, chiens, chats, nacs. Voilà, c'était vraiment un souhait. D'accord, Voilà. d'accord, ok. Donc, en plus du lama, tu as quoi comme animaux? Eh j'ai chevaux, ânes, poneys, chameaux. Donc, D'accord. chameau de Bactriane, le bibos. Ok, ok. Donc, plutôt des gros gabarits. Oui, oui, plutôt des grands animaux, assez calmes, du coup, qui bougent lentement, tout simplement parce que je me suis aussi spécialisée sur tout ce qui était lié aux troubles autistiques. Et on sait qu'effectivement, pour les personnes qui ont des troubles autistiques, un animal petit et qui bouge vite peut vite être anxiogène parce qu'il va y avoir trop d'informations. Donc, voilà. Et étant moi-même diagnostiquée tardivement, mais Asperger. Du coup, effectivement, je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que je suis bien plus à l'aise avec des gros que des petits. D'accord, ok. Toi, tu disais que ça fait 15 ans que tu exerces la médiation animale, c'est ça? Et depuis 2006-2007, ouais. Ok, ok. Ouais. Et donc, ça a été une reconversion ou c'est plutôt une voie qui s'est profilée? Alors, depuis que j'ai 8 ans, en fait, donc j'ai 40 ans cette année, en 2022, et depuis que j'ai Mmh. 8 ans, donc depuis les années, fin des années 80, début des années 90, je dis à tout le monde que je vais travailler avec des animaux et des personnes en situation de handicap ou fragiles, etc. Tout ça parce que quand j'étais petite, en fait, j'avais une amie, son frère était trisomique et j'adorais passer du temps avec lui parce que je trouvais que j'étais vachement plus à l'aise avec lui qu'avec les personnes neurotypiques, en fait, qui sans doute, eux, voyaient déjà ma différence, que moi, j'ai mis très longtemps à, à diagnostiquer, du coup. Mais en tout cas, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ce public-là. Et quand, au niveau scolaire, je disais effectivement que ce que je voulais faire plus tard, donc travailler avec des animaux et des personnes en situation de handicap, on m'a mal orientée pour le coup, parce qu'on m'a souvent orientée vers le milieu agricole et pas vers le social. Oui, Donc, j'ai eu une formation, en fait, service en milieu rural pour les personnes, mais malgré tout, dans un brevet de technicien agricole. Et derrière, en fait, je suis repartie sur le social pour effectivement avoir plus de connaissances sur l'humain, en fait, avant de pouvoir m'installer. Mais ça a été mon fil rouge depuis toute petite, en fait. d'accord, d'accord, ok. Donc, tu exerces où actuellement? Tu es dans quelle région? Alors, je suis à Châteauneuf-de-Galor, dans la Drôme, près du palais idéal du facteur Cheval, donc dans le Nord Drôme. D'accord, d'accord, ok. Et tu interviens plutôt sur des groupes ou des séances en individuel? Comment ça se passe? Alors, j'interviens vraiment sur des séances avec des projets qui sont construits avec les autres professionnels, donc principalement des individuels. On travaille beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance, on travaille avec quelques particuliers et puis on a 2 groupes, on a 2 établissements avec lesquels on travaille, où on est plus sur des personnes en manque d'autonomie, parce qu'on travaille donc foyer de vie et femmes. D'accord, Donc, foyer d'accueil médicalisé, où là, on est avec des personnes qui sont vraiment en manque d'autonomie, mais des petits groupes, puisqu'on n'a jamais plus de 3 personnes. d'accord, d'accord, ok. Voilà. Et, c'est des gens qui se déplacent sur ton site ou toi, tu te déplaces aussi avec tes lamas? Alors, je ne me déplace plus avec mes lamas pour des questions en fait d'agenda, parce que j'ai plus le temps. Voilà, on est
plein au niveau du timing et je fais attention. Alors, j'ai beaucoup d'animaux, mais je ne veux pas que mes animaux travaillent plus d'une fois par jour et pas tous les jours. D'accord. Donc, du coup, ça m'oblige à avoir beaucoup d'animaux, mais du coup, les gens viennent à la maison. C'est vraiment un souhait plutôt que de me déplacer. Voilà, ça leur permet aussi de sortir du contexte pour les personnes qui sont, comment dire, en milieu institutionnel. Donc, ça permet de sortir de l'institution et d'aller effectivement à l'extérieur. Donc, très souvent, c'est là où on peut observer des comportements différents aussi et d'intégrer des choses pendant les temps de médiation animale. Les individuels, c'est pareil. Enfin, sur notre site, au niveau des Lamas des Plaines, quand on ne se déplace pas en famille. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Et donc, quand tu t'es lancée il y a 15 ans, est-ce qu'il existait déjà des formations pour faire ce métier? Alors, il existait très, très peu de choses. Moi, je ne savais vraiment pas trop vers où aller. À l'époque, il y a l'Institut français de zoothérapie qui faisait des formations, mais qui faisait des formations dans des hôtels, enfin, sous forme de séminaires. Ce n'était pas vraiment des formations. Puis après, il a commencé à faire quelques formations. Donc, c'est vrai que j'étais allée faire une formation, mais qui parlait que des chiens et pas du tout des lamas. Donc, j'ai dû un petit peu bricoler ce que je pouvais entre ce que j'avais reçu, ce que moi je voulais faire, ce que j'avais compris de la démarche professionnelle, etc. Et ensuite, j'ai continué, dès que j'ai pu m'installer, j'ai continué à me former continuellement sur les publics que je rencontrais, avec les professionnels que je rencontrais, ou en allant dans des associations de parents pour vraiment me former sur les problématiques avec les que je rencontrais, en fait, les problématiques individuelles pour vraiment répondre aux besoins des bénéficiaires que j'avais. Parce que ça a toujours été alors, je pense que c'est aussi lié au fait de ne pas avoir fait des études dans le social. Du coup, on a un peu le syndrome de l'imposteur à se dire est-ce que je suis à la hauteur? Et du coup, j'ai toujours ce besoin en fait de faire des projets hyper bien définis, hyper carrés, qui effectivement permettent d'aller vraiment au-delà pour mes bénéficiaires en fait, au-delà du bien-être. Hein, comme je dis souvent, voilà, je ne veux pas faire que de la caresse ou juste un moment de bien-être. Il faut vraiment que ça soit porteur dans la vie de mes bénéficiaires. Donc ça, c'est quelque chose qui me remplit en tout cas de travailler comme ça. Ok. Et tu as trouvé quand même facilement des structures qui voulaient travailler avec toi, ou ça a été plutôt difficile? Surtout, je pense qu'il y a 15 ans, c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. Alors, c'était certes moins connu, mais il y a toujours eu des personnes en milieu institutionnel ou des éduques spé qui travaillent en libéral, etc., qui ont été intéressés effectivement par trouver des alternatives à ce qui était proposé. Donc, malgré tout, on a tout de suite eu un petit peu de monde et après, c'est le bouche à oreille. On va dire vraiment, on a mis à peu près 5 ans pour remplir les plannings et aujourd'hui, on est à 2 sur la structure et on refuse du monde. D'accord. Ok. Du coup, tu as créé une structure associative ou tu es en société? Tu es sous quel statut? Alors, j'ai préféré la structure associative parce que ça me permettait aussi de montrer à ce qui se passait, comment dire, à mes partenaires avec lesquels je travaille, que ce soit les établissements ou les familles avec lesquelles on travaille. Ça permet, je trouve, d'être un peu fluide sur ce qui se passe et d'être légitime sur quand on demande de l'argent, quoi. Toujours le syndrome de l'imposteur, tu vois. Mais je crois qu'on Et l'a tous. Hein. ouais. Je... Et du coup c'est plutôt cool en fait d'être en associatif. Ça permet aussi une belle dynamique. Et puis, voilà, moi je suis salariée de cette association. D'accord. Je ne suis pas dirigeante, hein, du coup, depuis. Voilà. Ouais, ok, ok. Et est-ce que du coup, tu accueilles des nouveaux qui veulent se lancer dans ce métier? Alors, oui, on forme depuis, on est un organisme donc reconnu par l'État sur de la formation. Donc, on forme depuis 2012 donc sur de la médiation animale. Donc, où, en fait, toute la méthodologie que j'ai grattée, que j'ai essayé de mettre en place, etc. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de la transmettre. Enfin, j'essaye et je la transmets. Voilà, donc on organise soit sous forme théorique, soit sous forme, maintenant, on essaye vraiment, je me suis rendu compte que parce qu'il y a beaucoup de gens qui proposent de la formation,
Oui, de ce qui est plus en bien, plus. du coup. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt cool parce que ça oblige tout le monde à devenir encore meilleur. Je trouve que la concurrence, c'est toujours une bonne dynamique. Et par contre, dans les formations, je me rends compte qu'il y a toujours cette lacune qui est le manque de pratique, en fait. Et du coup, là, on essaye depuis maintenant 2 ans de proposer vraiment des formations à la semaine où les gens ils viennent faire une immersion dans un institut de médiation animale pour bénéficier effectivement de la rencontre avec nos bénéficiaires et de voir un petit peu comment on travaille, les outils qu'on met en place, etc., pour acquérir de l'expérience. Et le jour où ils sont tout seuls face à leur public, ils ne se disent pas c'est la première fois en fait. Voilà. Ouais, je comprends. Et du coup, pour les personnes qui auraient peut-être fait leur formation donc ailleurs, est-ce que tu proposes des stages ou est-ce qu'ils doivent reprendre la formation complète avec toi? Non, 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 ils peuvent venir même s'ils sont formés ailleurs. Moi, j'ai toujours dans ces semaines-là, les 2 premières heures sont consacrées à ma méthodologie. Donc, comme les gens ont déjà fait de la méthodologie normalement dans les autres centres, simplement leur dire comment moi je travaille, donc sur 2 heures de temps, et après on attaque au taquet. Ok, ok. Voilà, on a à peu près entre 2 et 3 accueils tous les jours, donc ça laisse de quoi voir. D'accord. Okay. Et puis, si justement, il y avait des conseils à donner peut-être aux gens qui veulent exercer ce métier, qu'est-ce que tu leur donnerais comme astuce ou... Alors, c'est drôle parce que justement, j'y réfléchissais hier. Je ne sais pas si aujourd'hui je donnerais une astuce. La première chose, c'est posez-vous les bonnes questions parce que c'est un métier dans lequel on n'a plus de vie, parce qu'on s'investit tellement, c'est des métiers passion. Donc, être sûr, en fait, de vraiment vouloir faire ça. Moi, j'ai des gens, des fois, qui viennent me voir et qui me disent, mais tu peux prendre des vacances. En fait, c'est pas le plus important. On ne fait pas ce métier-là pour pouvoir partir en vacances ou s'acheter des belles voitures ou avoir des Ou super robes. travailler à 35 heures. Ça marche pas. Donc, en fait, la première astuce à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à changer ma vie et investir tout mon être dans quelque chose qui va fondamentalement changer ma vie? Voilà, c'est surtout ça. Est-ce qu'on est prêt à changer fondamentalement sa vie pour ce boulot qui est effectivement très chronophage, très passionnant? Mais je ne changerai pour rien au monde, par contre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette mode où il y a cette mode où justement beaucoup de formations sont éligibles au CPF. Les gens peuvent se faire payer. Et on s'est rendu compte, en fait, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, sont opportunistes de formation. Et du coup, ils aiment les animaux, ils vont faire une formation là, mais ils n'ont pas la fibre et ils n'ont pas la passion de se dire je vais tout claquer pour aller faire ça, en fait. Et du coup, ils vont exercer pendant quelques mois. Quelque part, ils vont peut-être casser le marché de bons professionnels et puis, au bout d'un moment, ils vont changer, ils passer à autre chose. Et en fait, alors ils auront eu une expérience, c'est cool, mais peut-être que ça n'aura pas été l'image de ce qu'est la médiation animale au sens profond du terme. Donc, le premier conseil pour moi, c'est vraiment est-ce qu'on est prêt à investir tout ça dans un changement de vie avant de se lancer? Surtout qu'on travaille avec du vivant, donc ne serait-ce que déjà que les animaux. Oui. J'en parlais aussi avec d'autres intervenants. C'est à partir du moment qu'on en prend, que ce soit pour la médiation ou pas, on s'engage, ça devient notre responsabilité. Et comme on disait que c'est du vivant, on voit des fois des gens qui prennent notamment les chiens, parce qu'on entend plus souvent parler du chien, et qui au final ne fait pas de médiation. Moi, c'est mon cas, hein. J'avais pris une chienne pensant qu'elle ferait de la médiation. Elle n'en fera pas. Elle n'est pas faite pour ça et je pense qu'elle n'aimerait pas ça. Donc, je ne force pas, mais du coup, c'est ma responsabilité, je la garde. Et ça, il faut que les gens aussi en prennent conscience parce que c'est pas parce qu'on prend un animal ou qu'on a un animal qui est sympa, parce qu'ils peuvent être sympas, mais ne pas aimer être un partenaire médiateur. Donc, ça, et rester un partenaire de vie parce qu'effectivement, il y a un engagement sur sa vie, quoi. Lui, il n'a rien demandé. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai cette histoire de métier passion, je crois que tous, parce que j'ai posé la question à peu près à toutes mes interviews, tous répondent la même chose et on utilise vraiment ce terme de passion parce qu'on y met notre énergie, on y met notre intensité en fait.
Et c'est vrai que oui, je pense que c'est déjà la première à question se à se poser. poser avant, quelle formation faut que je fasse, quel animal médiateur je dois prendre, Ouais, sous quel régime je dois ouais. opérer, Tout à fait. Est-ce que tout à fait le temps qu'on peut y mettre et puis concernant les animaux, c'est drôle parce que aussi j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps où je pense que c'est important en fait de pas se poser la question quel animal a le meilleur potentiel, mais avec lequel animal je suis le plus doué pour pouvoir mmh, l'éduquer, avec lequel j'ai envie de passer du temps et d'investir du temps. Parce que concrètement, c'est pas parce que on aime les animaux qu'il faut travailler avec une espèce qui est bien vue, quoi. mmh. C'est pas parce que je travaille avec des lamas qu'il faut que quelqu'un ait travaillé des lamas, parce qu'effectivement, c'est sympa les lamas. Il faut être passionné par l'animal et le connaître jusqu'au bout, connaître ses besoins, connaître ce qu'il a envie. Voilà, Bon, tu si parles j'ai une des convaincue, chamas, hein, pour les lamas, il y a pas besoin de me convaincre. c'est, et avec les chameaux, ouais, c'est un peu pareil. On se rend compte qu'il y a une mode du grand camélidé qui est en train d'arriver en ce moment. Mais en fait, ça reste des animaux qui peuvent être dangereux, qui ont de la taille, qui ont de la masse, avec lesquels on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a beaucoup de gens qui prennent. Alors, pour le coup, j'ai peut-être plus l'exemple, du coup, le mauvais exemple où il y a des fermes pédales qui en prennent et ils les mettent dans un coin, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, non, c'est des animaux qui méritent de l'attention, de l'éducation, etc. Et on ne fait pas n'importe quoi avec, quoi. Et voilà, Le faut y problème aussi penser. de prendre des animaux un peu atypiques comme ça, c'est de ne pas Ouais, trouver non plus des vétos qui peuvent suivre facilement. Enfin, moi, je sais que oui, sur la ferme à Mamirol, qu'est-ce qu'on galère avec les vétos, ne serait-ce que le véto qui aurait envie de se renseigner sur comment fonctionne le petit camélidé pour lui prodiguer les les soins. meilleurs soins, en fait, les meilleurs dosages, les meilleurs. Ils sont tous habitués à. Nous, on est forcément dans un secteur campagnard, donc ils sont habitués à leurs vaches et aux chiens. Mais c'est vrai que quand on a des animaux un peu particuliers, bah déjà, on est forcément, même si ça arrive pas tous les 4 matins, ben, sujet à ce qu'il y ait des problèmes. Et ça Mm. aussi, il faut bien se rendre compte que ça peut être vite une charge financière, émotionnelle et plein d'autres choses. Les Euh, chronophages, mm, ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai deux vétos qui sont extraordinaires et qui, comment dire, sont très présents quand j'ai quelque chose. Euh, la deuxième, là, enfin, elle a envie de s'intéresser, elle s'est acheté des bouquins américains sur les lamas pour savoir comment ça fonctionne, les poceaux, les machins. Enfin, voilà, il faut tomber sur les bons, mais c'est sûr que ouais. quand effectivement on n'a personne, le jour où on est dans la culpabilité parce qu'on se dit que, enfin, je pense que ça doit être difficile. Ouais. Après, c'est pas parce qu'ils s'y intéressent qu'on peut les sauver à chaque fois non plus, malheureusement. Oui, ouais. Bah, ça aussi, il faut aussi faire face, ben, malheureusement, au décès de nos animaux. Là, j'ai une fille qui est intervenante en médiation animale qui avait fait son stage chez nous, qui a perdu accidentellement son chien, donc c'était pas du tout prévu et c'était son chien de médiation. Déjà, elle a eu, je trouve, l'honnêteté de dire j'annule toutes mes séances de la semaine parce que moi, émotionnellement, je ne suis pas du tout apte à faire des séances, même si elle a d'autres animaux médiateurs. Et puis pour essayer de trouver aussi la meilleure solution pour l'aborder ben, auprès des Avec les bénéficiaires. Ça aussi, ouais, on oublie que ben, y a ce côté des fois là un peu tragique pour tout le tout monde à fait. parce que tout le monde Et, s'y attache. ouais. Et pour les autres compagnons de l'animal qui est décédé, enfin les autres animaux Mm, qui sont autour, c'est important aussi de leur laisser un temps de deuil. Nous, c'est pareil, on ferme dès que, malheureusement, ça arrive, hein, dès qu'il y a un décès, c'est fermé pendant 3 4 jours minimum, quoi, le temps que tout le monde se relève mhm. et qu'on retrouve un équilibre, quoi, que les troupeaux retrouvent un équilibre, que nous aussi, on est attaqué à faire notre deuil. C'est un travail sur soi quotidien, tout ça. Oui, oui, oui. En parlant de travail sur soi, justement, on parlait un peu que toi, tu t'es un peu auto-formée aussi, bah, justement, au public que tu voulais accueillir. Et Ouais, bah, moi, ça a été un peu le cas aussi à Maurice, parce que je me suis trouvée face à des enfants qui avaient des problèmes d'échec scolaire et des fois, on ne visualise pas tout ce que ça peut englober. Donc, j'ai des psychologues ici qui m'ont conseillé des formations à faire en ligne, donc ça m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que
tout cet aspect formation, ne serait-ce que même les vétos, tu vois, qui continuent aussi de se former si besoin. Il faut bien qu'on se dise, c'est pas parce qu'on a fait une formation en médiation animale que c'est Non, bon. Moi, j'essaie de prôner un peu la formation continue quand on me parle la question, oui, quand on ouais. me pose la question plutôt. Et, c'est constant en fait, où on doit nous aussi sortir de notre zone de confort et aller et se Et aller surpasser. se confronter, ouais, et Mm. se confronter à d'autres façons de faire, d'autres. Ça, Oui, c'est très parce riche, hein. c'est ça, c'est ça. Alors, c'est un peu fou parce que autant tout le monde me dit que c'est un travail où on se sent un peu seul, mais autant dès qu'on échange avec d'autres intervenants qui sont passionnés, c'est vrai que le Ouais, contact se fait très facilement parce qu'on a cette chose en commun. Et puis, ouais. comme tu dis, l'échange de pratiques, ça crée, ça crée un mouvement de créativité pour tout le monde, en fait, aussi. Oui, puis de réflexion, de remise en question. Pourquoi? Après, ça ne veut pas dire qu'on va adhérer parce que ça résonne peut-être pas dans notre fonctionnement à Bien nous. sûr, oui. On a tous des fonctionnements différents, mais en tout cas, ça porte une réflexion d'entendre d'autres choses et c'est très riche. Ouais, ouais. Puis après, il y a plein aussi de formations sur des nouveaux outils à mettre en place. On peut se former sur du Macathon, par exemple, sur tout ce qui va être lié à des nouvelles prises en charge type ABA. Après, il y a encore plein d'autres choses qui existent, mais qui peuvent donner en fait des outils dans nos pratiques et Mhm. qui professionnalisent aussi nos ateliers. Oui, oui. Parce que, bon, tu l'as évoqué vite fait tout à l'heure, certains qui se lancent, on va dire, cassent le marché. C'est Mm. vrai que j'ai beaucoup de professionnels qui commencent à râler sur certains, voilà, justement, qui se lancent déjà, qui cassent les prix. Donc, ça veut dire qu'au niveau, les bénéficiaires en face ne savent plus trop où se placer, où se jauger et avoir du coup un aspect assez critique sur la séance qui va être faite. Tout à fait. Euh, Et donc, puis, ça, du coup, les vas-y, vas-y. gens vont plus faire la différence. C'est-à-dire que très souvent, alors je ne vais pas faire de généralité, mais les gens qui sont, comme on disait tout à l'heure, en reconversion, qui bénéficient d'un CPF, des fois avaient une qualité de vie qui leur permettait d'avoir un petit peu d'argent de côté et qui, du coup, disent pour faire ça, je ne vais pas demander autant. Mais ils ne se rendent pas compte qu'à côté, il y a des gens, en fait, ils en ont besoin pour vivre et en cassant le marché comme ça, ils vont proposer une activité. Du coup, qui vaudra ce qu'eux proposent Mhm. à moindre coût, qui très souvent sera plus s'il y a de l'animation parce qu'il n'y aura pas effectivement de montage de projet écrit, de compte rendu écrit, etc. Et du coup, il n'y aura pas tout ce travail. Et les professionnels qui encadrent ces bénéficiaires, donc les éducs, les moniteurs éducateurs, enfin sur les structures, en milieu institutionnel ou les éducateurs de rue, vont eux faire aussi l'amalgame entre ce qu'est la médiation animale avec les comptes rendus, les écrits, etc. Et je fais mumuse avec l'animal, c'est de l'occupationnel pour les bénéficiaires. Alors, c'est très bien parce que effectivement, il y aura pareil, on va avoir les mêmes bénéfices, mais le travail investi n'est pas le même. Mais du coup, il peut y avoir effectivement cet amalgame de faits et qui n'est pas cool pour nous intervenants. Oui. Et tu parlais du coût de travail investi. Je ne sais pas si c'est le cas, toi, avec les équipes avec qui tu travailles, mais souvent, ils se disent, oh, c'est bon, elle a fait son heure de séance et en gros, elle n'a plus rien à faire. Il y a énormément de travail derrière, ne serait-ce que lors des anamnèses ou des bilans de suivi. Et ça aussi, pour les gens qui veulent se lancer, il faut qu'ils en prennent compte. On n'est pas, c'est pas du temps de séance seulement, le temps de travail, Ah quoi. non, tout à fait, oui. 1 heure, c'est facilement 2 heures de boulot, quoi, hein. Ouais, ouais, Enfin, ouais. 1 heure d'accueil, c'est 2 heures de boulot facile, sans compter la préparation avec effectivement anamnèse et montage de projet, quoi, Ouais. hein. Plus les Ça soins prend aux beaucoup animaux de temps. quotidiens aussi. Donc en C'est plus, ça. plus on en a, plus on y passe de temps. Oui, c'est ça. Mais du coup, il faut aussi penser à se protéger parce que, comme on disait, c'est très chronophage, ça prend du temps et du coup, il faut quand même penser à garder une vie sociale parce que sinon, on a vite tendance à tomber au fond du trou. Et du coup, c'est important effectivement de trouver notre équilibre en fait dans tout ça.
Parce que Ouais. c'est vrai que quand on a des potes et qu'on leur dit non, je ne peux pas sortir, j'ai les animaux, demain j'ai des séances, il faut que je me lève parce qu'ils mangent. Tout le monde ne comprend pas que les animaux mangent et boivent même le week-end, quand même. Et du coup, oui, il y a beaucoup d'amis qui, au bout d'un moment, ne nous appellent plus pour aller manger au resto le samedi soir, quoi. Ouais. Ou pour aller faire une partie de jeu de cartes, etc. Donc, c'est à nous, après, d'arriver à trouver cette dynamique parce que c'est vrai que socialement, ça peut être très dur aussi de se retrouver, effectivement, comme tu le disais, un peu seul. Mais après, on arrive toujours à trouver notre équilibre. Et puis tout le monde n'est pas comme ça non plus, hein, mais il y a une réalité, quoi. Il faut aussi s'y préparer. Je sais qu'au début, j'ai perdu tous mes potes, quoi. Quand je me suis installée, je ne comprenais pas pourquoi je ne sortais plus, pourquoi je m'investissais que là-dedans. Et il y a une période où c'est vrai que j'étais très seule. Et heureusement qu'il y avait une association, parce que cette vie associative a permis de garder une dynamique sociale et du coup de faire des choses avec des gens, de croiser, etc. Et pas que via le boulot, quoi, du coup. Donc, mais c'est aussi à penser pour avoir un équilibre dans sa tête, quoi, parce que si on veut rester bon dans ce qu'on fait, il faut aussi qu'on soit bien dans nos baskets, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je suis pas sûre que lors des formations, on nous sensibilise un peu à ce côté. Très peu. Il y a On très peu de on le formations découvre qui sur le le font. terrain, mais c'est vrai que c'est pas forcément un avertissement qu'on peut nous faire. Non, malheureusement, il y a beaucoup de formations qui jouent le ouais, c'est trop bien et tout. Vous allez en vie, vous aimez les animaux, vous êtes toute la journée avec les animaux. Ouais, mais justement, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'il y a derrière aussi. Voilà. Mm. Mais bon, après, voilà. Et moi, j'aime bien prévenir les gens, en tout cas, du pire, pour qu'effectivement, après, il ne reste que le mieux. C'est Oui, important. pas de Ouais, surprise. ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder ou qui te semble important? Là, à chaud comme ça, on a parlé de plein de choses. Alors, du coup, pour ne pas être redondante dans ce qu'on a pu déjà interagir, euh, pas mettre d'échelle de valeur avec les animaux, ça c'est important aussi, ni avec nos bénéficiaires. Parce que des fois, c'est pareil, on se dit, ah oui, mais faut mettre des échelles de valeur parce que le chien, il est mieux qu'un tel. En fait, tous les animaux, et peu importe, peuvent à un moment donné avoir leur intérêt pour des Mm. bénéficiaires. Voilà. Peu importe l'espèce, peu importe qui ils sont, ça c'est important. Aussi. Pour moi, en tout cas, dans Ok, ma vision de l'éthique animale. ok, ok. Eh ben, en tout cas, Sharon, je te remercie. Je mettrai le Avec lien plaisir. sûrement de ton site internet dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent Mm. déjà ne serait-ce que découvrir le lama parce que franchement, allez-y, il faut faire découvrir cet animal sans abus, puisque apparemment maintenant il paraît qu'on peut même monter sur le lama aussi pour faire de la médiation. Donc j'ai essayé Alors ça, je de. ne suis pas au courant, mais en tout cas pas Oui, chez oui, moi. Si vous oui. voulez monter Non, sur non. les lamas, ça va chez moi. Mais Euh, non. alors apparemment, je ne sais pas si c'est une rumeur ou autre, mais les gens verront dans la vidéo. J'ai une intervenante, une équithérapeute qui me disait, à part le cheval, il y a le lama sur lequel on peut monter dessus. J'ai fait, ah non, 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 on ne monte pas dessus. Non. Donc voilà, pour ceux qui hésitaient encore, Charlène le confirme, nous ne montons pas sur Non, les lamas. on ne monte pas sur le lama. Ça n'a pas le dos qui est assez solide pour ça, mais on peut faire tellement de choses à pied avec l'animal pour partager plutôt que d'être sur son dos. C'est pas, de toute façon, voilà. Et après, effectivement, par contre, monter à cheval, après, dans le cadre d'activités physiques, etc., on va résoudre d'autres problématiques, c'est Oui, sûr. Mais après, c'est bien aussi, justement, de pouvoir travailler en lien avec d'autres professionnels de la médiation animale qui travaillent différemment, mais avec lesquels on puisse échanger, justement, sur nos pratiques, sur le même bénéficiaire. Ça, ouais. c'est top. Je sais que des fois, je trouve ça bien quand ils vont à la fois faire de l'équithérapie et qu'ils viennent aussi chez moi en médiation avec le lama. Du coup, on peut échanger sur ce qui est fait avec les autres professionnels, psychomotes, ortho, ergo. Ça- D'ailleurs, les communications comme ça en équipe pluridisciplinaire, tu trouves que c'est assez facile ou tu te heurtes des fois à des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais?
Alors non, moi j'ai toujours eu des très très bons retours et de plus en plus en fait on me demande vraiment d'y participer. Ok, Au début, c'est moi, en fait, qui disais, bah, si vous voulez, je peux venir, etc. Bah, c'est difficile de s'imposer, hein, puisque c'est un coût, on ne peut pas se déplacer comme ça, hein. Et en fait, de plus en plus, à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont contents d'avoir des intervenants extérieurs qui osent se déplacer et parler de ce qu'ils font. Et puis, pareil, de voir le bénéficiaire sous un autre angle. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être de la chance, mais en tout cas, moi, je ne me heurte pas à des refus, quoi. Au contraire. d'accord. Alors après, ça fait aussi 15 ans que je suis sur le secteur. Les gens commencent à connaître et ma façon de travailler et qui je suis, ont des retours. Donc, Oui, c'est à nous de faire en sorte voilà, qu'ils aient envie de travailler avec nous, quoi. c'est ça, c'est ça. Bon, et ben, je te remercie. Je vais te laisser là. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!